Bienvenue dans French Baratin avec Cécile, Raphaël et Sibylle. Aujourd'hui, on peut être rouge sans avoir trop chaud, être 8 sans personne et être architecte sans dessiner des maisons. Et oui, rouge, 8 et architecte sont des types de personnalités. Et pour connaître notre type de personnalité, de nombreux tests existent. On répond à des questions parfois un peu étonnantes. Par exemple, est-ce qu'on passe des heures à explorer certains sujets ? Est-ce qu'on pleure quand quelqu'un d'autre pleure ? Ou encore, est-ce qu'on prévoit toujours un plan B au cas où ? En 2024, plus de la moitié des entreprises utilisent ce type de test pour départager les candidats à un poste. Les recruteurs estiment que les tests de personnalité les aident à prédire les performances des futurs employés. Dans le contexte plus personnel des réseaux sociaux, on voit de plus en plus de profils indiquer un type de personnalité, résumé en 4 lettres, un chiffre ou une couleur. On vend même des tasses affichant la personnalité de leur propriétaire. Alors, pourquoi mettre les gens dans des cases ? Les tests de personnalité sont-ils utiles ? C'est la question du jour dans French Baratin. Pour commencer, comme d'habitude, je vous propose un petit quiz. Alors, dans quel contexte est-ce qu'on a commencé à penser que la personnalité était importante pour remplir certaines missions ? Est-ce que vous avez une idée ? Raphaël, par exemple ? Je sais pas, les années 90 ? Alors, c'est un peu plus vieux. Cécile, une idée un peu au hasard, parce que c'est très dur comme question, j'avoue. je dirais les années 60-70. On n'est pas très loin. Alors en fait, la première fois où on a commencé à faire le lien entre personnalité et travail, c'est dans le contexte de l'invention de l'arme nucléaire, qui changeait la manière de faire la guerre. Et c'est l'armée américaine qui a réalisé que dans un contexte de guerre classique, en fait, on est plus ou moins dans un contexte de légitime défense et donc il n'y a pas de problème moral, on va forcément tirer sur les autres parce qu'ils nous tirent dessus. Mais dans le contexte où il faut aller larguer une bombe nucléaire au-dessus d'un peuple qui, en partie, ne nous a rien fait, il ne faut pas des gens qui auraient des problèmes moraux, qui ressentiraient une trop forte culpabilité et donc on va devoir choisir certains types de personnalités pour rejoindre l'armée et en tout cas pour prendre ces fonctions-là. C'est assez glauque. C'est fou. C'est assez glauque, mais c'est la première fois qu'on s'est dit il faut une certaine D'accord. personnalité Ouais. pour faire un certain job. C'est intéressant. Alors, on va arriver dans quelque chose d'un peu moins dramatique. Quel est le test le plus utilisé aujourd'hui par les entreprises ? Cécile ? Le test MBTI. C'est ça, exactement. Donc le MBTI, c'est le Myers-Briggs Type Indicator, qui vient des États-Unis et qui est aujourd'hui le plus utilisé. Donc il y a à peu près 20 000 tests par jour. Ah oui. Et ouais. Donc, Ah ouais. c'est un test qui permet de déterminer donc un type psychologique parmi 16 types. Et donc c'est ce test-là qui est en 4 lettres, avec parfois une 5e qu'on vient rajouter pour dire si on a confiance en soi ou pas dans ce type, en gros. Voilà. Donc, on a ces tests-là qui sont faits, on vient de le dire, 20 000 fois par jour. Mais pour autant, dans le monde de la psychologie, les psychologues, eux, ils ont complètement arrêté de s'intéresser aux tests de personnalité en lien avec les compétences au travail. Donc, ils ont arrêté de faire ce lien. Est-ce que vous auriez une idée de pourquoi les psychologues ont arrêté de s'intéresser aux tests de personnalité en lien avec les compétences au travail ? Raphaël ? Peut-être parce qu'ils ont remarqué que c'était pas forcément un marqueur qui était significatif, que les gens pouvaient faire un travail qui ne correspondait pas forcément à leur personnalité. Ouais. Ou que, voilà, que parfois... Enfin, que le test n'était pas forcément aussi détaillé que ça et que finalement... il y avait, je prends l'exemple du MBTI, il y avait peut-être une des lettres qui correspondait à tel métier, mais toutes les lettres n'étaient pas les bonnes, mais du coup, voilà quoi. Oui. Ça marchait quand même. Ouais, c'est même plus simple que ça, hein. En fait, il y a un auteur chinois qui s'appelle Thomas Henge qui, en 2005, a fait ce qu'on appelle une méta-analyse. Donc, en fait, il a compilé plein d'études qui ont été faites dans le passé et ça lui a permis de montrer que la relation entre personnalité et performance était
très très faible. Et donc, comme il a étudié un très très grand nombre d'études, plus personne s'est embêté à en refaire. Voilà, parce que c'est un peu comme si ça mettait un point final à ce questionnement sur le lien entre compétences et personnalité. Mais ça va pas nous empêcher d'en parler, parce que déjà, il n'y a pas que le monde professionnel, et puis parce que justement, c'est très utilisé dans ce monde professionnel. Et donc justement, 4e question, combien rapporte le marché des tests de personnalité en France chaque année ? Dans le domaine professionnel, justement, combien ça rapporte de vendre des tests à des entreprises ? Cécile ? Certainement beaucoup. Mon entreprise ayant acheté une formation. Donc j'imagine que nous ne sommes pas les seuls. J'en sais rien, parce que même les ordres de grandeur, c'est compliqué, mais peut-être des millions, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est effectivement une question d'ordre de grandeur, parce que c'est très dur à estimer, mais dans les chiffres que j'ai pu voir, ça tourne autour de 10 millions d'euros en France par an. Ouais, ça m'étonne pas. Voilà, donc ça rapporte pas mal. Et puis, ça rapporte aussi de l'audience sur les réseaux sociaux. J'ai aussi vu un autre chiffre sur TikTok, le hashtag MBTI Personality, donc peut-être en anglais MBTI Personality, a atteint 3,6 milliards de vues. Ah ouais. D'accord. Ouais, voilà, donc les gens en parlent. Et ben, nous aussi, on va en parler. Donc Cécile, tu nous disais que dans ton entreprise, des tests ont été réalisés. Alors j'aimerais bien en savoir un peu plus sur ton expérience. Est-ce que tu peux nous raconter ? Est-ce que tu as déjà passé un ou plusieurs tests de personnalité ? Si oui, dans quel contexte ? Et qu'est-ce que ça t'a appris ou apporté ? Alors, j'en ai passé 3. Il y a 10 ans quasiment, une amie m'avait conviée à suivre un stage sur l'énéagramme. Donc l'énéagramme, c'est un test de personnalité, enfin c'est un modèle de personnalité où chaque modèle est représenté par un numéro. Donc de 1 à 9, c'est une représentation en cercle. Et du coup, cette amie m'avait conviée à un stage de 2 jours pour découvrir en fait les différents types de personnalités et forcément se découvrir à travers ce stage. C'est pas quelqu'un qui te dit tu es tel numéro. C'est vraiment par la découverte des différents types que tu arrives à te découvrir par ce biais-là. Et ça avait été extrêmement riche parce que c'était un stage en groupe et du coup ça permettait d'être confronté à plusieurs types de personnalités et ça m'avait énormément plu. Et je m'étais découvert potentiellement un profil 1. Quelques années plus tard, dans le contexte professionnel cette fois-ci, on m'a proposé de faire un test, toujours de l'énéagramme. Je ne savais d'ailleurs pas que c'était un test énéagramme. Et cette fois-ci, donc, j'ai passé un test proposé par un cabinet. C'était que quelques questions. Et derrière, on te donnait ton numéro, du coup, puisque c'était finalement de l'énéagramme, avec un rapport d'une 30aine de pages. Et cette fois-ci, le test, en tout cas professionnel, me disait que j'étais 1. Le rapport avait été d'une finesse, c'était assez hallucinant. Ça m'avait vachement marqué. Et un peu plus tard, je pense que c'était peut-être avec vous d'ailleurs, où on a pas mal parlé de MBTI, des 16 personnalités, et c'est là où j'ai pu un petit peu faire le test sur Internet. Mais ce qui était marrant, c'est que en fonction des réponses, parfois les questions manquaient peut-être un petit peu de précision. En tout cas, à un moment donné, je tombais pas sur tout à fait les mêmes résultats. Mais du coup, au final, je tombais beaucoup sur INFJ. Et ça m'avait beaucoup marqué aussi ce qui avait été écrit. Et récemment, effectivement, comme je le mentionnais, l'entreprise dans laquelle je travaille a proposé de suivre une journée de formation, de découverte du test des couleurs. Donc je crois que ça s'appelle le test DISC. De la même façon que le stage d'énéagramme, on fait pas un test et on te dit t'es telle couleur. L'objectif, c'était vraiment par les découvertes qu'on pouvait s'approprier une couleur ou autre. Donc là, je m'étais découverte bleu-verte. Et de la même façon en fait que les autres, à chaque fois, effectivement, je me suis beaucoup retrouvée dans les résultats. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les 3 tests de personnalité, j'avais cette impression que ça révélait une facette de moi, pas forcément la même, mais qu'elles se complétaient et qu'elles étaient très justes. En tout cas, voilà, c'était ma vision. Et tu me demandais qu'est-ce que ça m'a appris ou apporté. Je pense que ça m'a vraiment permis une meilleure connaissance de moi, une meilleure compréhension des autres.
tant perso qu'en pro. Parce que du coup, j'ai pu comprendre certaines personnes de mon entourage que je ne comprenais pas et qu'en fait, tout à coup, elles se révélaient un petit peu. Et ça a permis une meilleure communication du fait qu'on se comprenne potentiellement mieux. Et je crois qu'un truc tout bête, mais ça m'a permis de comprendre que chaque personne était faite de qualités et de défauts et que l'un n'allait pas sans l'autre. Et que souvent, on avait les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que je crois qu'avant, je me disais comme si il fallait avoir que des qualités, mais c'était pas possible. Et en voyant les défauts des autres, en fait, c'est comme si on acceptait ses propres défauts, que on est un package, on est tout, et du coup, voilà. Et ça m'a aussi permis de comprendre que, voilà, comme on est différents les uns des autres, on n'est pas mieux ou moins bien, c'est juste qu'on est différents. Et voilà. Donc ça m'a apporté beaucoup de choses. Hyper intéressant. Mais du coup, est-ce que tu peux pas nous dire juste en quelques mots à quoi ça correspond, ce 1, ce bleu-vert ou ce INFJ. Alors le 1, en fait, l'énéagramme donne des numéros pour ne pas mettre des étiquettes, sauf que derrière chaque numéro, il y a quand même des étiquettes qui sont très connues. Puisque le 1, c'est le côté vraiment l'étiquette du perfectionniste. C'est vraiment cette étiquette-là où la morale est très forte. Il y a ce côté bien-mal aussi. Il y a la question de la rigueur, la question du dépassement de soi, etc. Il y a vraiment cette démarche d'amélioration continue. Ce qui me manquait par contre un tout petit peu dans ce type de personnalité, c'est que j'ai retrouvé plus dans le bleu-vert, parce que le bleu, pareil, on est dans vraiment quelque chose de très rigoureux. Enfin, c'est quelqu'un qui est qui met dans les cases justement. Et en fait, le vert vient donner une teinte un peu plus humaine justement au bleu qu'on imagine un peu coincé, un peu qui oublie l'humain, exactement rigide. C'est vraiment l'étiquette qu'on donne au bleu. Et le vert est quelque chose de beaucoup plus humain. Et en fait, je me suis vraiment retrouvée dans les deux couleurs, et ça a permis d'avoir une vision peut-être un petit peu plus complète finalement, parce qu'on dit souvent que le 1 est froid, et pour le coup, je pense pas l'être. Non, ça va. Et après, le INFJ, c'est là où je m'y connais le moins. L'étiquette qu'on lui donne, c'est l'avocat, parce que c'est une personne qui est assez tranquille, assez doux, qui parle pas forcément très fort, etc. Mais quand il y a une cause qui le meut, vraiment, là, il va potentiellement pouvoir sortir de ses gonds. Dans le I, on a le côté introversion. On en reparlera peut-être plus tard, parce que c'est quelque chose qui nous rassemble aujourd'hui. Les 3 hôtes de French Baratin. Le J, c'est quelqu'un qui aime bien quand tout est programmé, si je me trompe pas. Le F, c'est le feeling, donc c'est plus l'intuition, si je me... C'est de comprendre les situations d'abord sur le plan émotionnel plutôt que sur le plan rationnel. Et le N, je me rappelle plus. Moi, dans le concret, une action sur le monde dans le concrète, mais dans une analyse plus abstraite, voilà. Mais voilà, en tout cas, un petit peu mon expérience un peu longue du coup. Mais intéressante. Alors et toi, Raphaël, est-ce que tu as déjà fait des tests de personnalité ? Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Oui, alors moi, je n'en ai fait qu'un, le MBTI. Comme toi, Cécile, la première fois que je l'ai fait, c'était il y a une dizaine d'années. C'était un ami commun qui nous en avait parlé. Donc je l'avais fait. La première fois, j'ai eu le résultat, c'était ISFJ. Donc c'est presque les mêmes lettres que toi. Donc I, introversion. S, donc plutôt ça aurait été dans le concret, justement, voilà. F, le feeling, comme on a dit. Et J, pareil, plutôt bien aimé quand c'est un petit peu cadré, quoi. Mais après, en lisant justement le texte, l'espèce d'étiquette qui va avec ces lettres, quoi, je m'étais pas trop reconnu dedans. C'était pas vraiment moi, donc bon. Mais j'étais resté là-dessus, j'ai pas, voilà. Je pense que je l'ai même peut-être quand même refait encore une fois, un peu de temps après, et ça m'avait ressorti ça. Bon, voilà. Et puis après, je l'ai refait, et là, par contre, j'ai eu INFJ. Et là, le texte, là pour le coup, j'avais l'impression, enfin, je trouvais que ça me correspondait. Et par contre, ce que j'ai trouvé vraiment très intéressant, c'est que dans ce test MBTI, c'est que c'est des curseurs, quoi, quand même, pour chaque couple de lettres. C'est pas soit l'un, soit l'autre. Et on se positionne plus ou moins près de l'une de ces lettres ou plus ou moins près du centre. Autant sur l'introversion, par exemple, bon, je suis pas à l'extrême, mais je suis bien placé dans l'introversion. Autant, justement, sur ce fameux N ou S, je m'étais retrouvé à chaque fois très proche du centre.
Ce qui montre quand même que effectivement j'ai à la fois une évaluation des situations du monde, enfin de la réalité, je suis assez proche du concret, de la réalité, je suis assez pragmatique, alors que le N serait plus justement dans l'analyse et dans une vision un peu idéale ou du monde des idées, quoi. Voilà. J'avais trouvé ça marrant qu'à un moment donné, j'avais été dans le S et puis après j'étais quand même plutôt dans le N et qu'au fond ça me correspondait plus. Et alors avec le F pour le coup, je suis bien F et pour le J, il y a le J et le P, hein, je crois que c'est ça le couple. Et là aussi, je suis plus un peu entre les deux, même si je suis quand même plus... on a dit quoi ? On a dit J. Voilà. L'un des éléments intéressants dans ce couple-là, c'est P versus J, c'est aussi la facilité qu'on a à s'adapter à un changement de situation. Dans quelle mesure ce changement de situation va nous perturber ou pas ? Et les gens qui sont P s'adaptent très vite. Il y a quelque chose qui change, hop, ok, on change de plan, enfin voilà. Les gens qui sont J sont d'abord un peu perturbés, ils se disent ah merde, qu'est-ce que je fais, nanana. Et puis après, ils changent. Et moi, je suis assez comme ça prend pas longtemps, effectivement, mais j'ai d'abord un moment de merde. Et voilà, et un petit moment de voilà, oui, j'ai besoin de d'abord accepter le fait que la situation a changé, quoi. Et donc effectivement, ça m'a quand même apporté quelque chose. Ça m'a apporté une confirmation peut-être ou une clarification de certains traits de ma personnalité. Le fait de savoir justement que j'étais introverti, en soi je le savais sûrement, tu vois, mais le fait d'avoir la confirmation un petit peu aide à peut-être se sentir un peu moins coupable, c'est un peu fort le terme, mais dans une société où on encourage plutôt l'extraversion, l'extraversion. Ça peut être un petit peu culpabilisant de vouloir rester dans son coin et de ne pas être forcément toujours très sociable. Donc voilà, de simplement accepter que, ok, enfin voilà, je suis introverti et c'est pas grave. Au contraire, ça, comme tu disais Cécile, il y a aussi un peu le côté défaut des qualités, qualité des défauts, voilà. Aussi sur la lettre F, le feeling, enfin aussi quelque chose avec lequel parfois j'ai du mal, où je me sens, parce que ça implique aussi une certaine sensibilité, et voilà, quelque chose qui n'est pas toujours facile, entre guillemets, à gérer non plus, quoi. Donc ça permet effectivement d'avoir une meilleure compréhension de certains de ces traits de caractère. Merci beaucoup. Et toi, Sybille ? Et ben moi, alors en fait pour moi les tests de personnalité quand j'étais ado, même quand j'étais jeune, c'était quelque chose de ludique dans les magazines pour adolescents ou les magazines féminins. Donc je ne savais pas qu'il y avait des tests de personnalité sérieux. Pour moi c'était quelle sportive êtes-vous, quelle cuisinière êtes-vous, et donc en fonction de ce qu'on répondait dans le petit quiz, on nous disait ah bah t'aimes bien cuisiner, ou alors toi tu vas toujours au restaurant parce que tu sais pas cuisiner. Enfin, voilà. Donc quelque chose qui n'avait pas grand intérêt mais qui était rigolo à faire sur la plage avec des copines. Et puis un jour, à l'espace de coworking où Cécile travaillait et où Raphaël allait aussi pour travailler, il y a eu une soirée et je me suis retrouvée à discuter dans un petit groupe qui était très enthousiaste vis-à-vis de ce test MBTI justement. Et donc on m'a dit bah, Sybille, tu connais pas, tu peux le faire maintenant, il suffit d'aller sur internet. Et donc je suis allée passer ce test MBTI. Et du coup, j'ai appris comme ça qu'alors moi, j'étais INTP, ce qui correspond à une logicienne. Et puis, j'avais le A après, donc j'étais une logicienne assertive. Et on m'a dit que c'était assez rare et que c'était comme Einstein. Donc, j'étais plutôt contente. Voilà, donc j'étais ravie. Je trouvais que c'était assez valorisant, mais ça m'a pas vraiment changé ma vie. Mais en tout cas, j'ai quand même trouvé ça rigolo. Et puis c'est vrai que ce qu'ils expliquaient sur ma personnalité, effectivement, me ressemblait, parce que je pense que pour moi, ce test-là, il est assez adapté vu que je suis assez clairement dans chaque case, quoi. Donc je suis comme vous, sauf que moi, j'ai pas le F, j'ai le T. Et donc effectivement, quand il y a une situation nouvelle qui apparaît, je la regarde peut-être plus avec un œil rationnel plutôt que d'être dans l'émotionnel, même si je suis tout à fait capable d'émotion par ailleurs. Et le P, bah, je suis quelqu'un qui s'adapte bien au changement, mais en revanche, en effet, je ne suis pas toujours la plus organisée.
Donc oui, ce test-là me correspondait assez bien et par contre, par la suite, j'ai pu discuter avec des personnes, comme, vous et comme d'autres amis, qui, m'ont parlé d'autres tests et j'ai pu, soit les faire, soit, juste en discuter, essayer de comprendre, dans quelle, «case» entre guillemets j'irais et ces autres tests, ils me convenaient pas du tout parce que je trouvais, qu'aucune case me correspondait. Par exemple, l'énéagramme, là, j'ai une amie qui a fait aussi une formation et qui était très enthousiaste et elle nous écoute, donc je lui fais un petit coucou. Mais cette amie, elle m'a fait rire parce que moi, j'ai passé ce test et j'avais plusieurs chiffres qui me correspondaient, dont un, je crois que c'était le 9, qui disait que j'étais un peu épicurienne, donc j'aimais le plaisir. 7, pardon. Bon, c'était le 7, voilà, j'ai pas bien retenu. Et donc le 7 disait que j'aimais bien, que je recherchais le plaisir, que j'aimais pas souffrir, des choses comme ça. Et il y a aussi le 5 qui est un truc pour les intellectuels, en gros. Et elle me disait, mais toi, t'es 5, c'est sûr. Et elle voulait pas du tout que je sois 7, alors que le résultat du test me disait aussi 7. Et que, en effet, j'ai peut-être ce côté épicurien, mais qui est peut-être pas ce que elle voit dans ma personnalité. Mais en tout cas, moi, il me plaisait pas trop ce test et celui des couleurs, il me plaît encore moins parce que je trouve que, qu'il y a un peu de chaque chose qui pourrait me convenir et en même temps, aucune case me ressemble vraiment. Donc, voilà. Et sinon, ce que ça m'a apporté, alors, sur la connaissance de moi-même, je pense pas tellement grand-chose, mais comme vous, l'idée que chacun est différent et qu'il faut le prendre en compte. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte dans une discussion avec ma petite sœur qui, elle aussi, a été très enthousiaste vis-à-vis de ces tests de personnalité à un moment donné et qui, elle, a réalisé effectivement qu'il y avait différents caractères et qu'on était comme ça et que c'était pas pour embêter le monde, en quelque sorte, qu'on avait certains traits de personnalité. Par exemple, le fait que je sois assez désorganisée, maladroite, voilà, moi je suis beaucoup dans mes pensées et donc pas dans le concret, eh bien pour elle, c'était un défaut et peut-être qu'elle considère toujours que c'est un petit peu un défaut, mais en tout cas, elle m'a dit que elle avait plus compris que c'était aussi ma personnalité et que voilà, j'étais comme ça de toute façon et qu'il y avait le côté positif que j'étais plus flexible qui allait aussi avec. Je tiens à préciser quand même que même si Sibylle est comme Einstein, Raph, nous, on est comme Gandhi. Ah, il y avait Gandhi. Ouais, justement, je m'étais demandé, il y a quoi comme personnalité, je me souviens pas. J'avais un doute, j'ai vérifié quand même. D'accord, oui. Gandhi, oui, bon. C'est pas la première personne à qui j'aurais pensé, mais pourquoi pas. Alors, je trouve que ça fait une très bonne transition parce que si effectivement j'ai peut-être une personnalité proche de celle d'Einstein, qui sait, je suis absolument certaine de ne pas avoir ses compétences, malheureusement. Je ne peux pas vous sortir une théorie aussi brillante que celle de la relativité. Et donc, nous allons pouvoir débattre sur ce que sont vraiment ces tests de personnalité, ce qu'ils peuvent nous apporter et quelles sont leurs limites. Alors, dites-moi d'abord, d'après vous, de façon générale, qu'est-ce que ces tests de personnalité peuvent apporter dans la vie quotidienne ou dans nos relations personnelles? Moi, je pense qu'en fait, une fois qu'on comprend mieux comment on fonctionne et comment les autres fonctionnent, quand on comprend ce que tu as dit sur le fait qu'on ne fait pas ça pour embêter le monde, du coup, on va pouvoir mettre en place des stratégies pour pouvoir mieux faire ensemble. Et quelque chose qui m'a quand même marqué, alors comme moi j'étais très sceptique sur le test des couleurs, et après avoir fait la formation en entreprise, je suis beaucoup moins sceptique qu'avant. Ça m'a assez étonnée. Mais en tout cas, ça m'a permis de mieux comprendre, par exemple, ma supérieure et mes collègues. Et en fait, ça permet de mieux organiser la façon dont on fait les choses avec nos collègues, comment on va dire les choses, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va pas dire, à quel moment on va les dire. Plein de petites choses qui paraissent de l'ordre du superficiel. Et en fait, je pense que c'est un petit peu la base de tout. Et par exemple, donc moi je suis bleu-vert, notamment un peu bleu, et du coup j'ai une supérieure qui est rouge. Et en fait, pour s'adapter à moi, elle a fait en sorte de faire des réunions avec moi qui durent un peu plus longtemps, parce qu'elle sait qu'en tant que bleu, j'ai besoin d'exposer un nombre assez important d'informations. Et avant, c'était des réunions qui étaient un peu rapides et j'avais pas le temps d'aller au bout parce que j'avais besoin de lui expliquer. Et du coup, ça a vraiment changé. Je me suis sentie beaucoup plus appréciée d'une certaine manière, appréciée au sens où on prend en compte mes besoins.
À l'inverse, moi, j'ai compris que la personnalité rouge avait besoin d'être beaucoup dans la concision. On est aussi dans la rapidité. Et du coup, j'essaye d'être plus concise. Et c'est pas naturel pour moi, forcément. Mais du coup, j'essaye de le faire pour mieux m'adapter à la personne. Parce que j'ai compris que on était différentes. Et du coup, en faisant chacun un pas l'un vers l'autre, on arrive en fait à mieux travailler. Et je trouve que, du coup, ça m'intéresse ce que tu disais sur les psychologues qui avaient arrêté d'utiliser les tests de personnalité. Moi, je trouve qu'en tout cas, là, dans l'entreprise et même avec mes collègues, on a compris comment on fonctionnait. Et loin de moi l'idée, on en parlera après des limites, de dire que ça résout tout et ça n'enferme pas. Mais par contre, vraiment dans le concret, j'ai vraiment vu des choses qui fonctionnent en tout cas. Mais en fait, je pense que les psychologues, ils ont juste arrêté de faire le lien entre personnalité et compétence. Et c'est une chose différente finalement. C'est hyper intéressant, effectivement. Je pense que pour mieux se comprendre au travail et pour mieux fonctionner ensemble, ça reste intéressant. C'est juste de recruter quelqu'un du fait de sa personnalité qui n'avait pas de sens. D'accord, ouais. Je trouve, oui, comme tu disais, ça permet effectivement de s'adapter aux autres, quoi. Une fois qu'on connaît un petit peu leur type, par exemple, Sybille et moi, on a quand même sur certains points, notamment le F et le T. Ouais. Thinking. On est quasi opposés sur ce point de vue-là, parce que F, c'est donc voir d'abord le monde d'un point de vue de la sensibilité, on va dire, empathie, voilà, émotionnelle, quelque chose comme ça. Et ensuite passer au rationnel, parce qu'on n'est quand même pas incapable de rationaliser. Et inversement, le T, ça va peut-être plutôt être l'inverse, quoi. Et là, il peut y avoir effectivement des sources de conflit potentiellement aussi, quoi. Et être capable justement de se dire, l'autre réagit parce qu'il approche la chose comme ça et pas autrement. Mais oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, effectivement. Et donc, moi, cette différence, le fait de la comprendre, ça me permet d'écouter plus et de pas chercher toujours à proposer des solutions rationnelles quand il y a un problème. Ah oui, ça c'est vrai que au début entre nous c'était beaucoup ça. J'avais plus le besoin d'exprimer le problème en soi et ce que ça me faisait entre guillemets. C'était un besoin d'exprimer la chose sur le plan émotionnel, on va dire. Parce que je suis tout à fait capable de trouver une solution moi-même, j'ai pas besoin qu'on vienne m'en donner, ou alors si j'en ai besoin, j'irai le demander, mais c'était pas le point, quoi, entre guillemets, le but c'était... et voilà. Et du coup, limite, ça m'agaçait un petit peu que Sybille passe son temps à essayer de me sortir une solution à chaque fois. Je veux dire, oui, d'accord, très bien, mais... Ouais, donc là, c'est hyper important d'en parler, de comprendre les attentes de l'autre en fonction de chaque caractère, quoi. Et aussi, sur l'organisation, par exemple, par rapport à ce qu'on disait, je sais que moi, je peux être assez bordélique, même si j'essaye de faire des progrès là-dessus. Et donc là, on peut jouer sur les qualités de chacun, puisque Raphaël va être plus organisé dans l'espace. Donc, moi, je vais faire des efforts, et puis lui, il va s'assurer que ce soit à peu près bien organisé. Et puis moi, je suis peut-être plus organisée dans la planification, et donc je vais plus organiser notre temps. C'est là où c'est magique, en fait. C'est quand on se rend compte que, en découvrant les personnalités des autres et à quel point, du coup, on est différents, comment on peut se compléter. Et c'est là où je trouve que ça devient magique. Quand on a compris ça et qu'on a compris qu'un type de personnalité n'est pas meilleur que l'autre. Exactement. Ouais. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice. Ouais, complètement. Mais au-delà, je trouve que ce qu'on dit que ça sert beaucoup dans les relations, on a parlé d'entreprise, on a parlé de couple, mais ça sert aussi dans notre relation avec nous-mêmes aussi, finalement. Mais tu le disais, Raphaël, tout à l'heure aussi, quand tu parlais d'introversion, du coup, de savoir, en tout cas, de mettre des mots parfois sur quelque chose et de mieux le vivre, même si on est dans un monde aujourd'hui qui est assez extraverti. Et du coup, d'organiser sa vie pour être plus en accord avec ce qu'on est et parce que le monde veut qu'on soit. Je trouve que c'est intéressant. Oui, ça, et ça permet en fait justement une fois qu'on a compris qu'on a cet aspect d'introversion, qu'on a ce besoin de se retrouver avec soi-même pour retrouver de l'énergie et que c'est quelque chose qui va nous permettre de mieux fonctionner justement. Oui. Une fois qu'on prend ça en compte et qu'on le fait, on va de nouveau être capable d'être efficace entre guillemets en société. Et ou justement une société où on a besoin d'être tout le temps beaucoup dans l'énergie et dans l'action et dans voilà.
Carrément. Et d'ailleurs, quelque chose d'important, parce que souvent, je ne sais pas si c'est le cas aussi dans les pays d'où vous nous écoutez, mais en France, on croit souvent que l'introversion, c'est la timidité et l'extraversion, c'est pas pareil. c'est le fait d'avoir beaucoup confiance en soi et de ne pas avoir peur de l'autre, alors que l'introversion, c'est le fait d'avoir besoin d'être seul pour se ressourcer, alors que l'extraverti va prendre son énergie des autres. Et c'est pas parce qu'on est introverti qu'on n'aime pas aller avec les autres, c'est juste que ça nous draine de l'énergie et qu'on a besoin de repos derrière. Et c'est hyper important parce que souvent, quand on dit qu'on est introverti, les gens nous disent « oui, t'es timide ». Et non, non, juste, ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que ça, c'est justement l'un des éléments que ce test aussi m'a appris / apporté. C'est que justement l'idée que certes, je suis introverti, ça n'empêche pas... Voilà, ça veut simplement dire que j'ai besoin de me retrouver pour me ressourcer. Mais j'aime quand même voir du monde, être dans des cercles sociaux et je vais pas aimer forcément les grandes soirées avec 40 personnes. Je préférais être dans un petit cercle amical avec 5 personnes. Au-delà de ça, ça commence à faire un peu beaucoup. Mais j'exagère un tout petit peu, mais voilà. Disons que ça va commencer à me drainer plus facilement mon énergie, en fait, tout simplement. Et au bout d'un moment, je serai fatigué et j'aurai envie d'aller me reposer, quoi. Pour mieux revenir après, en fait, c'est juste ça. Mais ouais. Oui. Par contre, ça me fait penser aussi ce que tout à l'heure, tu disais, Sybille, que tu te retrouvais pas dans l'énéagramme, tu disais que tu avais trouvé que ça te correspondait pas trop, parce que tu n'arrivais pas à te trouver. Et en fait, ce qui est intéressant quand même de voir dans les tests, c'est qu'il faut, je pense, ne pas s'arrêter aux introductions ou aux tests justement qu'on va trouver sur Internet pour déterminer son type. Parce qu'en fait, souvent, ça va plus loin que ce qu'on pense. Au début, l'introduction, on est obligé d'aller dans les clichés, on met les gens dans des cases, etc. Alors que finalement, quand tu découvres un petit peu plus, tu vois que, en fait, t'as des liens avec les autres zones. Et je trouve que c'est intéressant parce qu'on n'est pas qu'une chose. Et je pense, par exemple, à l'énéagramme, moi, ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est que en situation plutôt de joie, on va arriver dans une zone. Et moi, du coup, en zone de joie, j'arrive dans le 7, donc justement l'épicurienne. Et en zone de stress ou où on n'est pas bien, je vais rentrer dans le 4, et c'est un peu le mélancolique. Et c'est intéressant parce que justement, ça permet de redonner de la nuance et de dire qu'on n'est pas qu'une seule case, justement, et qu'en fonction des événements qui nous arrivent, on va réagir plus ou moins d'une certaine manière. C'est des facettes aussi... on réagit différemment, on n'est pas un ordinateur, quoi. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont pourtant parfois très proches. Je n'arrive pas à déterminer qui ils sont. Et c'est super frustrant, en fait. C'est là où on se dit, bon, il y a certainement peut-être des problèmes à ces tests-là, mais c'est assez étonnant. C'est là où on touche aux limites des tests aussi, puisque certaines personnes ne vont vraiment pas rentrer dans des cases. Là, je pense à ma maman. On lui a fait faire, donc avec ma petite sœur qui était très enthousiaste vis-à-vis des tests, le test MBTI. Et elle a recommencé plusieurs fois. Et la seule lettre qui n'a jamais bougé, c'est le I, puisque nous sommes donc une famille peut-être d'introvertis. Mais elle a eu tous les autres résultats sur les autres lettres. Et je pense que ma maman est certainement quelqu'un de très équilibré et que c'est peut-être ça qui ressort dans le fait qu'il y ait cette grande variabilité. Mais voilà, ça montre aussi qu'on cherche à mettre ensemble des choses qui ne vont pas ensemble, en fait. Je pense, par exemple, on peut très bien avoir la qualité d'être à la fois synthétique et attentif aux détails. Et on va s'adapter, comme tu disais, selon les circonstances. Et donc, on n'est pas programmé que d'une manière, on est capable de changer. Et d'ailleurs, notre personnalité n'est pas stable dans le temps, selon les moments de la journée et à travers les années. Tout à fait. Et puis, le résultat peut peut-être parfois tout simplement dépendre de l'humeur du moment, quoi. Parce que certaines facettes de notre personnalité, justement, vont peut-être ressortir à tel moment et d'autres à un autre moment. Et du coup, le résultat peut être variable. Et c'est bon, évidemment, je connais pas trop, là, pour le coup, l'énéagramme et le test des couleurs, mais donc je peux pas vraiment en parler. Je parle que du MBTI, du coup. Mais c'est là où ce que je trouve intéressant dans celui-là, c'est le côté curseur, justement. Et là où ça devient, on apprend finalement presque plus, c'est peut-être quand le curseur est plus proche du centre ou varie comme ça entre deux positions possibles. Parce que justement, ça révèle peut-être plus une complexité un peu plus importante que si on est limité à, entre guillemets, limité, on va dire, à l'introversion. Ou voilà. Oui, c'est vrai que la notion de curseur est intéressante. Dans le test des couleurs, j'ai eu l'impression, c'était comme
un cercle des couleurs et on était plus ou moins on était répartis dans ce cercle. Enfin, je sais pas comment expliquer ça sans image, mais on pouvait avoir plusieurs couleurs et du coup, on n'avait pas la même place par rapport au centre. Comme un graphique. Oui, tout à fait. Oui, merci Sibylle d'avoir rendu ma parole concise. Peut-être que je suis un peu rouge. Mais justement, sur ce test des couleurs, on avait dû répondre à des questions. Et en fait, dès lors que, quand on répond à des questions sur Internet, en fait, il y a de toute façon un biais, étant donné que c'est nous qui répondons. Ouais. Et consciemment ou inconsciemment, on va plus ou moins répondre la vérité. Ouais. Parce qu'il y a certaines questions, en tout cas, certaines réponses qui nous plaisent pas tout à fait, qu'on n'est pas forcément très à l'aise avec le fait d'être comme ça et de le dire de façon factuelle. Et moi, je me rappelle quand j'ai fait ce test, il y a une question, ça m'embêtait vraiment d'appuyer sur une des réponses. C'était pas très reluisant, quoi. Enfin, je suis pas à l'aise. Et en même temps, je sais que c'est vraiment ça que je pense. Je trouve que c'est intéressant. Effectivement, c'est vrai que ce qui est quand même embêtant derrière ces tests, surtout s'ils sont utilisés pour du recrutement, c'est qu'il y a quand même un jugement de valeur derrière et donc ce qu'on appelle un biais de désirabilité sociale, où il y a certains comportements qui vont être considérés comme plus désirables, comme on disait par exemple pour l'extraversion. Et donc, en fait, si le candidat il est malin et qu'il a compris ce qu'on attendait, il va juste répondre en fonction du caractère attendu et pas en fonction de la réalité. Et là, ça peut aussi d'ailleurs discriminer certaines personnes qui vont vouloir être honnêtes. Et j'avais lu que apparemment les femmes avaient tendance à répondre de manière plus honnête parce qu'on avait aussi ce cliché qu'on attendait d'elles, une forme d'honnêteté, peut-être plus que les hommes qui osaient plus mentir. Et donc voilà, en tout cas, on peut se faire avoir pour avoir été trop honnête et au contraire être malin et contourner le système en répondant ce que notre employeur veut qu'on réponde. Oui, complètement. Mais en même temps, il y a quelque chose qui m'interroge avec ça, c'est que si on dit quelque chose dans des tests de personnalité, on sait qu'on aura le pendant négatif. Et du coup, j'ai l'impression que si on répond honnêtement, on aura des qualités et des défauts, et quelqu'un qui répond pas honnêtement, il aura quand même des qualités et des défauts. Après, ça dépend peut-être en fonction des types de postes, on a besoin vraiment d'une personnalité en particulier. Oui, je pense que c'est ça. Enfin, on croit avoir besoin. C'est ça le truc. Tout à fait. On pense, par exemple, j'avais vu cet exemple qui est très parlant, qu'un commercial doit être extraverti, très bavard, alors qu'en réalité, un commercial qui est à l'écoute et qui parle pas beaucoup sera certainement meilleur pour vendre son produit. Mais à cause des clichés qu'on a sur la personnalité que tel job doit avoir, eh bien, voilà, on va embaucher un tel pour sa personnalité alors qu'il n'a pas de meilleures compétences. Et moi, ce que je me dis, en fait, c'est aussi si quelqu'un s'intéresse à un métier, peut-être que parce que sa personnalité, dans une certaine mesure, correspond aussi à ce métier. Je pensais notamment à l'exemple des astronautes. Il faut quand même avoir un type de personnalité assez particulier, en l'occurrence, je pense, pour vouloir aller dans l'espace et faire... Voilà. Je pense pas que quelqu'un de très stressé dans la vie aura envie d'être astronaute. Voilà, donc c'est là où ça va dans l'autre sens, quoi. C'est vrai que c'est un très bon exemple parce que c'est un cas où on pourrait se dire... Là, sur ce cas particulier, il faut recruter sur la personnalité, mais en même temps, comme tu dis, les personnes s'auto-désignent et elles savent elles-mêmes si elles vont être capables de s'adapter. On peut avoir l'air d'avoir une personnalité stressée, mais savoir que face à la réelle situation de stress, on saura bien réagir et dans ce cas-là, on postule et c'est sur les compétences que ça doit faire la différence. Ouais, c'est vrai ça. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de J parmi les astronautes dans le test MBTI. Et il doit avoir cette capacité à s'adapter très très vite à une situation, c'est ce que je veux dire. Oui, mais ou alors ils s'adaptent, peut-être que ça va les stresser, que du coup ça leur plaît pas, mais qu'ils vont quand même faire les bons gestes parce qu'ils auront appris et que c'est des compétences qu'ils ont développées. Oui, c'est vrai, tu apprends aussi à faire certaines choses. Ouais, et puis ça peut dépendre. Moi, je sais que je suis J. Le changement, c'est un petit peu compliqué. J'ai besoin d'un temps. Mais par contre, par exemple, quand j'ai fait de l'événementiel, notamment dans l'espace de coworking dans lequel je travaillais et qu'on faisait des distributions de produits locaux, parfois il y avait des problèmes qui arrivaient. J'avais eu une journée où il y avait eu quelqu'un qui était allé en prison, qui s'était fait arrêter, quelqu'un qui avait crevé sur la route. Enfin, c'était parmi les producteurs. Enfin bref, plein de problèmes. J'avais eu 3 problèmes vraiment
Enfin, Ah ouais, bizarre. c'est fou ça. Et en fait, il faut gérer parce que les clients, ils viennent chercher leurs produits et Ouais. ils doivent repartir avec leurs produits. Enfin, et en fait, moi, j'adorais l'événementiel pour ça. C'est que il y a une adrénaline de dingue et j'arrive à me mobiliser en fait dans ces moments-là pour gérer l'imprévu. Et j'aime ça. Mais alors, par contre, dans la vie quotidienne, si on me dit j'avais prévu ça et en fait on fait ça, c'est plus difficile. C'est là où on est pluriel aussi en tant que personne. Pour revenir sur la question du choix de métier en fonction de la personnalité, les formations et l'expérience qu'on va faire vont sûrement avoir aussi un impact sur notre personnalité et peut-être faire évoluer notre personnalité. C'est là aussi où il y a une limite dans le recrutement, enfin dans l'utilisation des tests pour le recrutement, parce que peut-être que quelqu'un qui n'est pas 100% adapté, entre guillemets, en termes de tests avant le recrutement, peut-être qu'au fil de sa formation et de ses expériences, certains éléments de sa personnalité vont changer ou du moins s'adapter pour exercer ce métier. Dans ce sens-là, j'avais entendu un exemple d'une dame qui avait passé un test pour tester le test qu'ils allaient utiliser sur des personnes à recruter. Et ce test a montré qu'elle ne prenait pas du tout de risque. Et sa chef lui a dit, si toi, tu avais passé ce test avec ce résultat-là quand on t'a recruté, on ne t'aurait pas recruté. Et par la suite, elle a quand même réussi à progresser dans son entreprise. Et surtout, elle a fini par se mettre à son compte, ce qui est la plus grosse prise de risque possible. Et donc, ça montre bien qu'il n'y avait pas forcément de lien entre ce que le test avait dit et ce dont tu as été réellement capable. Et c'est pour ça que les tests qui vont te faire répondre à quelques questions, ils ne peuvent pas comprendre parfaitement la nuance de qui on est. Oui, c'est marrant ce que tu dis sur le fait de se mettre à son compte, que ce serait un peu vraiment une grosse prise de risque. Moi, je suis quelqu'un de plutôt prudent dans la vie, dans mes prises de décision, etc. Et pourtant, j'ai pris le risque, entre guillemets, de mettre à mon compte pour mon travail, quoi. Donc, on a deux choses qui peuvent être qui sont limite contradictoires à l'intérieur d'une même personnalité et qui, d'ailleurs, se reflèteraient peut-être pas dans le test. C'est difficile pour des tests de montrer des paradoxes. Oui, de montrer les paradoxes et de tout montrer en plus. Enfin, voilà, c'est là où ça met quand même dans certaines cases, quoi, aussi. Oui, parce que d'une certaine façon, oui, on crée un plafond de verre avec ces tests de personnalité en pensant que quelqu'un, comme vous disiez, par exemple avec le risque, on va pas réussir à faire des choses, alors que, en fait, c'est pas parce qu'on est à un stade à un moment donné qu'on ne va jamais changer derrière. Moi, il y a une chose qui m'a marquée aussi, c'est qu'à un moment donné, il y a une collaboration professionnelle qui a échoué. Et on m'a dit, non, mais de toute façon, vous étiez incompatibles sur vos personnalités. Ça m'a vraiment perturbée parce que, en fait, on peut travailler avec des personnalités différentes de nous. Tu parlais des tests ludiques, Sybille, plus tôt. C'est comme on parle des tests de compatibilité dans les couples, etc. Et en fait, c'est drôle, c'est que c'est comme si certains couples, certains duos ne pouvaient pas fonctionner parce qu'il y a telle ou telle personnalité, alors que si on comprend et si on regarde avec les lunettes de l'autre, on va pouvoir réussir à faire des choses. Et je trouve que ça peut être violent, justement, d'utiliser ta personnalité comme le responsable que quelque chose n'a pas fonctionné. Ça peut être un peu dangereux d'une certaine manière. Ouais. Merci pour vos points de vue. Pour conclure, je vais vous demander alors, quel est pour vous le bon usage des tests de personnalité ? Raphaël ? Alors, effectivement, c'est intéressant sur le plan personnel, si on a envie d'en découvrir plus pour soi-même. Mais là, c'est évidemment sur une base volontaire, de toute façon. Après, en termes la question du bon usage, du coup, au final, elle se pose peut-être surtout dans le monde de l'entreprise, du travail et du recrutement, des choses comme ça. Ouais. Et je pense que là, ça peut être un outil, mais il faut pas tomber dans le piège de le voir comme un seul moyen de recruter ou un seul moyen de comprendre à qui on a affaire quand on recrute quelqu'un. C'est une manière de mieux comprendre le candidat, mais ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'il y avait plein de facettes différentes, mais aussi que la formation pouvait faire en sorte que le candidat s'adapte, etc. Il y a énormément d'autres facteurs qui vont pouvoir jouer dans le fait que la personne soit adaptée à un poste ou pas. Donc, ça peut être un bon point de départ sans que ce soit une finalité en soi.
Et toi, Cécile, alors, qu'est-ce que tu penses des tests de personnalité finalement? Quel serait leur bon usage? Eh ben moi, contrairement à Raphaël, je serais pour que à l'école, vers l'adolescence, notamment quand on commence un petit peu à voir notre personnalité se révéler, je trouverais ça intéressant que tout le monde puisse un tout petit peu plus aborder ces questions-là, pas forcément par des tests au sens propre, mais en tout cas de mieux comprendre justement, parce que moi en tout cas c'est ça qui m'a vraiment un petit peu changé ma vie, c'est vraiment ce côté qualité, défaut, on est un tout, et qui peut aussi potentiellement quand même nous orienter vers des choix futurs sans effectivement s'enfermer dans ces cases-là. Mais c'est plus une découverte, et par contre ne pas faire ça via des tests en quelques questions où c'est nous qui répondons, mais plus avec aussi des experts qui vont plus voir justement la nuance et pouvoir extraire certaines choses de la façon dont on présente les choses, etc., pour pas être dans quelque chose de binaire, justement. Ouais, je trouve ça très intéressant ce que tu dis, mais moi, je vois quand même un vrai risque sur le fait qu'à l'adolescence, on est justement encore dans une phase de formation de son identité, et le fait Oui, alors fin de l'adolescence, peut-être. Ouais, voilà, pour ne pas mettre justement une étiquette trop tôt sur une personnalité, oui. qui pourrait influencer justement la mise dans des cases. Oui, ça serait plutôt effectivement, peut-être après le bac, au moment où on commence vraiment à devoir faire des choix, parce que finalement, je trouve que c'est super dur de demander de faire des choix, en tout cas en France, dès le lycée, pour la suite, sans avoir aucune idée finalement de ce qu'on est, si on l'a pas un tout petit peu travaillé, je trouve. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez magique, et notamment pour le vivre ensemble, puisque c'est quand même ça, c'est sûr que c'est un choix, c'est même pas un choix, c'est qu'on doit vivre ensemble, et pour réussir à mieux interagir les uns avec les autres, que ça soit dans les relations amicales, amoureuses, professionnelles, familiales, etc. Et je trouve que finalement, ça serait intéressant que tout le monde puisse un petit peu toucher du doigt ça, pour qu'on se rende compte qu'on ne voit pas le monde avec les mêmes lunettes. Mais par contre, toujours en gardant en tête que l'humain n'est pas mathématique. C'est pas 1 + 1 = 2 quand on parle de test de personnalité. Et c'est 1 égale l'infini, pour le coup, je pense. Et toi, Sybille, pour conclure? Eh bien, moi, je trouve que vous avez dit beaucoup de choses très pertinentes. Pour ma part, je limiterais un petit peu l'utilisation des tests de personnalité pour déterminer le rôle d'une personne, en fait. Donc, pour lui donner un poste en entreprise ou un rôle même dans un groupe. Par contre, je pense qu'on peut avoir un usage ludique déjà des tests de personnalité qui sont assez amusants à faire et qui peuvent amener de manière assez agréable à mieux se comprendre effectivement soi-même et puis surtout les uns les autres. Donc je pense que je limiterais plutôt l'usage des tests de personnalité à la sphère personnelle en fait, et aux relations, ou alors éventuellement au travail, mais vraiment dans un environnement bienveillant et où on mette bien en avant ce qu'est réellement un test de personnalité. Parce que ce que j'avais lu aussi, c'est que une des sources du problème, entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui font passer les tests de personnalité ne sont pas formés ou formés que pendant 2 jours, alors qu'il y a 20 ans, ce genre de test était utilisé par des psychologues qui avaient travaillé des années sur le sujet et qui en comprenaient bien toute l'ampleur, toute la nuance. Voilà, donc je pense qu'effectivement, on peut l'utiliser aussi dans le monde du travail, mais en étant bien conscient des limites des tests et de leur sens plus riche que ce qu'on peut en avoir l'impression si on met seulement des gens dans des cases. Alors c'est tout pour aujourd'hui. En bonne introvertie, nous allons tous nous reposer dans notre coin après cet épisode animé. Si vous avez aimé l'épisode, parlez-en autour de vous, à vos proches et amis, quelle que soit leur personnalité. Et pour prolonger le plaisir avec une transcription et des exercices, rendez-vous sur notre Patreon où on vous proposera, entre autres ce mois-ci, un test de personnalité fait maison. À bientôt dans French Baratin. À bientôt. À bientôt.